Voilà des années que nos politiques monétaires sont gouvernées par la règle dite de Taylor. Au cœur de ce pilotage, une constante, le taux d'intérêt naturel, taux théorique, non observable, qui égaliserait l'épargne et l'investissement, garantirait le plein emploi des facteurs et stabiliserait l'inflation. L'art du banquier central consiste alors à majorer le taux d'intérêt au bon moment et au bon rythme quand le PIB surplombe son potentiel pour éviter une surchauffe et sans fragiliser ce potentiel. Et à faire l'inverse lorsque l'économie s'essouffle. La Fed a pu vivre sur cette convention du milieu des années 80 jusqu'à l'aube des années 2000 et la BCE lui a emboîté le pas. Les banquiers centraux ont depuis perdu leur boussole. La fiction d'une économie que l'on piloterait autour d'un sentier régulier de croissance a volé en éclats avec les crises de 2000 et de 2007. Les banques centrales explorent des niveaux toujours plus faibles de taux directeurs sans ranimer ni la croissance ni les anticipations d'inflation. Sans règles ayant prise sur le cours des choses, sans point d'ancrage, ils testent, ils expérimentent et ils hésitent, à l'instar de Janet Yellen. Car malgré la dérogation aux règles, la grande modération des prix étend toujours son empire, insensible au déversement de liquidités et à l'explosion des bilans des banques centrales. Et pendant ce temps, les économistes débattent. Les uns prédisent un retour virulent de l'inflation, au premier rang desquels John Taylor, celui qui a formalisé la règle éponyme. D'autres, à l'instar de Larry Summers, considèrent que le taux naturel est aujourd'hui en zone négative et que les politiques monétaires demeurent encore trop restrictives. La vérité, c'est que les différentes théories échafaudées jusqu'à ce jour ne parviennent plus à embrasser une réalité complexe. Une réalité qui était d'abord moins balisée qu'on ne le croyait. Certains découvrent notamment que nous vivions sur de fausses évidences. Je pense en particulier au récent travail de James Hamilton avec plusieurs co-auteurs. 1. Le taux réel d'équilibre est historiquement instable et ne joue pas la force de rappel qu'on lui prête. 2. Son lien avec le taux de croissance est très ténu. Son faible niveau actuel n'accrédite pas nécessairement l'hypothèse d'une stagnation séculaire. Le régime de faible inflation dans lequel nous vivons est ensuite éminemment complexe. Il ne correspond pas à de la déflation au sens entier du terme. Il n'est pas non plus d'origine monétaire. Le progrès technique joue probablement un rôle important dans la dépréciation accélérée de la valeur des produits dont la qualité reste constante. Il trouve aussi ses racines dans l'économie réelle, vieillissement, réglementation, etc., qui ne sont pas du ressort des banquiers centraux. Il recouvre aussi une disparité de situations cohabitant avec une inflation des prix d'actifs. La règle des Taylor semble bien réductrice pour embrasser tous ces phénomènes. Ce qui explique aussi pourquoi Ben Bernanke revendique une politique systémique plutôt qu'automatique. Enfin, ayant perdu leurs repères, les banquiers centraux doivent arbitrer entre deux risques. Celui d'une remontée des taux, qui peut faire plonger de façon synchrone tous les prix d'actifs. Cela s'appelle un risque corrélé, non diversifiable, et peut faire sombrer toute la structure financière, qui peut aussi renforcer la contrainte d'endettement des États et des agents privés, avec tous les risques induits sur l'économie réelle. Ils peuvent au contraire s'exposer à un risque d'inflation, qui peut, sans que cela soit automatique, spolier certains créanciers, mais qui dépréciera surtout la valeur des dettes accumulées. On comprend alors que, dépourvu de règles simples et confronté à une alternative de ce type, ils préfèrent le second risque, et que le régime de taux faible a toutes les chances de durer.